possible. Ah, les libéraux, ils s'en vont jamais. On est coincé dans une boucle temporelle infinie avec eux au pouvoir, jusqu'au jour où on décide de mettre autre chose au pouvoir. Cette fois-ci, ils ont démarré fort leur quinquennat, en faisant à peu près tout pour mettre l'extrême droite dans des postes de pouvoir, juste pour éviter qu'ils reviennent à la gauche. Oui, en juin, les députés macronistes, aidés des LR bien sûr, ont préféré voter pour des élus du FN plutôt que des élus ELV-NUPES pour les postes de vice-présidence de l'Assemblée nationale. Le FN obtient ainsi 2 postes sur 6. Si le reste de la droite n'avait pas voté FN, la gauche en aurait eu 4. On rappelle les petits faits comme ça, hein. C'est pas inutile, les gens ont tendance à oublier rapidement. D'ailleurs, je me demandais récemment, vous pensez qu'en septembre 2022, il y a encore des gens qui pensent premier degré que Macron est de gauche? Vos parents qui se sont fait avoir en 2017 là, ils pensent quoi aujourd'hui après tout ce qui s'est passé? Il y a des questions comme ça qui popent dans ma tête à 3h du matin, ça me perturbe. Bref, donc c'est quoi la situation du pouvoir là? L'Assemblée nationale est composée à 26% de députés NUPES, 43% d'Ensemble, les partis macronistes, 11% de les Républicains, l'ancien parti de droite, et 15% de Front National. On a donc seulement un quart des députés à gauche et les 3/4 à droite. Les macronistes n'ont pas de majorité absolue, mais il leur suffit des voix des LR pour atteindre 54%, et ils les obtiendront très probablement pour toutes les réformes de droite prévues. C'est la droite au pouvoir et la gauche en opposition donc. Du moins, tant qu'on n'a pas de dissolution de l'Assemblée et des nouvelles législatives. Chose qui pourrait arriver à tout moment techniquement au cours des 5 ans. Ouais, pensez pas que la partie est terminée après cette période électorale. À tout moment, on repasse en mode élection. Mais maintenant qu'on a pu constater les effets des politiques libérales depuis 40 ans, c'est-à-dire que des échecs, ils se sont remis en question. Ils vont changer de méthode. Cette indépendance, nous ne la ferons pas par plus d'impôts. Au contraire, nous continuerons de les baisser. Ni par plus de dettes, nous devons la réduire. Ni par la décroissance, nous la combattons. Notre modèle social est un paradoxe, à la fois l'un des plus généreux et l'un de ceux où l'on travaille le moins longtemps. Oui, nous devrons travailler progressivement un peu plus longtemps. En 2027, nous devrons ramener le déficit sous les 3%. La prochaine destruction du système social français arrive et va impacter de façon hyper néfaste l'ensemble de la société française. Macron prévoit de supprimer le RSA aux gens qui ne travaillent pas 15 heures minimum par semaine. Tout va bien, c'est pas grave, c'est pas grave. Très intelligent, je suis sûr que ça va vraiment marcher comme politique. Avant de parler des conséquences qu'aurait cette réforme si elle passait, faut qu'on ait une idée claire de la situation actuelle dans le pays sur le chômage. Regardons tout ça d'un peu plus près. Sur les 68 millions de personnes, on a 42 millions de personnes en âge de travailler, c'est-à-dire entre 15 et 64 ans, 12,5 millions en dessous de 15 ans et 13,4 au-dessus de 64 ans. Dans les personnes en âge de travailler, 30 millions sont considérées actives et 12 millions inactives. Attention, ces termes, ils peuvent être contre-intuitifs, on peut être actif sans emploi par exemple, si on est en recherche active. Le taux de chômage est toujours mesuré par rapport à la population active. En prenant les derniers chiffres de Pôle emploi que j'ai trouvés, ceux de juillet 2022, on a toutes catégories confondues 6 202 900 chômeurs. Rapporté à la population active, ça donne un taux de chômage de 20,6%. Je rappelle que c'est écrit dans notre constitution qu'on a le droit d'obtenir un emploi. Donc l'accès à l'emploi est censé être garanti par l'État. Notre constitution n'est donc pas respectée ici depuis un moment. Peut-être qu'on devrait commencer à faire comme les Américains, apprendre par cœur et vénérer les meilleures parties de notre constitution. Ça pourrait être marrant. Oula. Vous avez peut-être entendu dire récemment de la part du gouvernement et des médias de droite que leur politique des 5 dernières années a créé des centaines de millions d'emplois et fait baisser le chômage à moins 27%. Mais regardons ce qui s'est vraiment passé en observant l'évolution de ce taux depuis l'arrivée de Macron au pouvoir. Alors, le taux de chômage Pôle emploi toute catégorie a en effet baissé récemment par rapport au pic à plus de 23% du Covid et il est légèrement plus bas qu'au début du quinquennat. Très légèrement même, on reste sur du chômage de masse. Ah, et le chiffre qu'on entend tout le temps dans les médias, c'est le chômage au sens du Bureau international du travail qui a des conditions plus restrictives. C'est sûr que c'est moins affolant d'annoncer 7% de chômage que 20%, mais bon, les 13% de demandeurs d'emploi restants, ça les fait pas disparaître de pas les compter. D'ailleurs, on voit que jusqu'en 2009, le chômage au sens du BIT et au sens Pôle emploi était plus proche. Ces deux mesures ont pas mal divergé depuis, principalement dû à la précarisation de l'emploi. Le chômage, pour le coup, n'a jamais été aussi bas depuis 15 ans. Mais non, Madame Salamé, non, Madame Salamé. Au plus bas depuis 15 ans? Bon, là, ça peut être que au sens du BIT par rapport à ce petit creux ici. Déjà, c'est mi-2008, donc il y a 14 ans, pas 15, juste avant l'effet de la crise des subprimes donc. Mais à ce moment, on était à 12,5 pour Pôle emploi. On est presque au double aujourd'hui. Y a pas un petit foutage là?
C'est hyper abusé de dire que le chômage est au plus bas depuis 15 ans, même avec ces chiffres officiels. Mais au fait, ces chiffres sont-ils vraiment fiables pour rendre compte de la situation économique réelle du pays? Ou peuvent-ils être modifiés artificiellement? Par exemple, pour faire apparaître une baisse du chômage juste avant une élection présidentielle. Mi-2020, ils ont mis en place des aides exceptionnelles massives pour les employeurs recrutant en apprentissage, permettant de couvrir 100% du salaire d'un apprenti de moins de 25 ans la première année par exemple. Beaucoup d'apprentis sont des jeunes qui se seraient retrouvés au chômage après leurs études sans cette subvention publique, pour du travail qui bénéficiera à des actionnaires privés, alors qu'on aurait pu juste embaucher dans le public avec cet argent. Cette aide a fait exploser l'apprentissage en 2021, qui double par rapport à 2019 avec plus 360 000 nouveaux contrats. Ces aides prennent fin en décembre 2022, donc on pourra regarder si le chômage repart à la hausse après, on verra bien si ceci explique cela. Ok, d'accord, le chômage n'a pas vraiment baissé et il reste historiquement élevé, mais il y a des emplois vacants. Ils peuvent pas aller bosser ces sales chômeurs là, bordel! Ok, prenons la plus haute estimation qu'on a du nombre d'emplois vacants, 350 000. Il y a minimum 16 fois plus de demandeurs d'emploi en fait. En plus, il y a des bonnes raisons de croire que ces emplois ne sont pas vraiment ce qu'ils prétendent être. La CGT a mené une étude publiée début septembre, sur 1900 offres de Pôle emploi, et a trouvé que les 3/4 sont en fait des offres mensongères. Quand ils ont appelé pour postuler et poser des questions, d'un coup, la durée du contrat baissait violemment. Alors, les missions de 6 mois, non, en général, c'est moins. C'est moins. C'est-à-dire que c'est au mois ou à la semaine. Pour ce poste-là, ça va vraiment être un peu au jour le jour. Ce sera pas sur une mission, au jour le jour, à la semaine. Au jour le jour, d'accord, ok. Mais non, ils peuvent pas faire ça, c'est illégal. Lorsque tant de secteurs connaissent des difficultés de recrutement, personne ne peut comprendre que nous ayons encore trop de personnes au chômage. Là, notre première ministre ment éhontément sur la situation réelle des chômeurs pour les stigmatiser. Comme toujours, la droite contredit la réalité empirique et place les responsabilités autre part que là où elles sont réellement. Tout ça pour servir les intérêts des puissants. Malgré tous ces faits assez clairs, comment ça se fait que plein de gens se laissent encore avoir par toute cette rhétorique anti-chômeurs ? Déjà, beaucoup de boomers ont recherché un emploi pour la dernière fois avant la période de chômage de masse, quand il suffisait en effet de traverser la rue pour trouver un emploi. Donc ils ont du mal à comprendre qu'aujourd'hui on puisse galérer autant que les gens le font. Beaucoup sont juste aussi des boomers. Mais il y a une pénurie de main-d'œuvre, les jeunes d'aujourd'hui ne veulent même plus travailler. Pénurie de main-d'œuvre. Moi, les chiffres me donnent un peu plus l'impression d'une pénurie d'emploi. Et les employeurs qui pleurnichent sur cette soi-disant pénurie de main-d'œuvre, on leur explique le concept du marché du travail? C'est pas vous qui nous parlez tout le temps de l'offre et de la demande qui vont se rencontrer et magiquement régler tout? Si les employeurs proposent des jobs dont personne ne veut, c'est leur problème en fait. Ils ont qu'à faire mieux et proposer des offres plus attractives. Ah, c'est dur de proposer des offres attractives? C'est tellement compliqué de comprendre ce qui motive réellement les travailleurs à venir. Augmenter les salaires? Non, ça peut pas être aussi simple. Donc incapables de réussir par eux-mêmes sur le marché, les employeurs vont quémander à Daddy Macron une petite loi, l'État va intervenir dans l'économie, réduire les droits au chômage, au RSA, pour le petit plaisir des employeurs. Décidément, ils peuvent vraiment rien faire sans l'assistanat de l'État, ces pauvres employeurs. Faudrait qu'on change carrément les lois du pays pour pas qu'ils aient à s'améliorer. Vous voyez qu'en fait, dans la réalité, le monde matériel dans lequel on vit est tellement éloigné des narratifs que vous entendez dans les médias mainstream. Il faut vraiment que les gens comprennent maintenant que ce qu'ils entendent dans les médias sont des narratives, très souvent contredites par les données mesurables. Si vous avez des proches qui se laissent encore matrixer par les médias sur tout ça, essayez quand même de leur parler, de les aider avec ça. C'est pas facile, mais c'est très important. Si c'est pas causé par la paresse des gens, comment on explique alors cette pénurie massive d'emplois? Le capitalisme. C'est le capitalisme. Le capitalisme, c'est une bonne idée en théorie, mais à chaque fois que c'est tenté en pratique, ça échoue et ça conduit à des millions de pauvres et à beaucoup de souffrances. La classe capitaliste, les actionnaires d'entreprises et autres rentiers ont intérêt au maintien d'une sous-classe de travailleurs privés d'emploi, bien dans la galère. Si les emplois n'étaient pas en pénurie et qu'on était au plein emploi, les travailleurs auraient un pouvoir de négociation bien plus important qui pourrait faire pression pour que les salaires augmentent en mettant en concurrence les employeurs. Et à création de richesse constante, augmenter les salaires diminue mécaniquement les dividendes des actionnaires, ce qui est contraire à leurs intérêts. En faisant ça, en réduisant les salaires au plus bas possible, la classe capitaliste fait exploser la précarité, la pauvreté, et si ça va trop loin, ils peuvent créer une crise de la demande où les gens n'ont même plus assez d'argent pour acheter les produits que le système vend, réduisant ainsi les profits aussi. Ça, c'est une des contradictions internes majeures du capitalisme qui conduit à une instabilité économique et à des crises régulières. Notre chômage de masse découle donc du capitalisme. Rappelons que cette situation cause minimum 14 000 morts tous les ans en France.
Souvent, quand on pense aux principales causes de mort, on réfléchit aux accidents de la route, aux maladies, aux meurtres, etc. On considère rarement le système politique et économique comme une cause en soi. Mettre plus souvent la responsabilité sur le système économique lui-même ciblerait les réelles causes de ces morts, et donc nous ferait réfléchir à des solutions réellement adaptées, comme passer au socialisme par exemple. On voit aussi qu'en restant dans le capitalisme, la seule politique cohérente à mener aujourd'hui serait des créations massives d'emplois par l'État, puisque la classe capitaliste ne le fait pas. Mais bon, la gauche a préféré donner 3 500 000 voix à ses candidats, plutôt que 400 000 voix de plus au seul candidat pouvant gagner qui proposait ça. Bon, maintenant qu'on s'est bien rendu compte de la situation avec le chômage, passons au RSA. Le RSA est un revenu minimum de survie pour les gens n'ayant plus aucune autre forme de revenu. Travail, chômage, etc. Son ancêtre, le RMI, est créé en 1973 pour permettre aux gens de survivre malgré l'arrivée du chômage, qui est quasi inexistant depuis la fin de la guerre jusqu'à cette date. S'il n'avait pas été mis en place, des dizaines de milliers de personnes auraient sans doute été incapables de survivre et on aurait eu des émeutes de la faim et autres problèmes sociaux massifs. Le RSA est souvent présenté comme une aide individuelle, on dit que la société est généreuse avec les personnes qui le touchent. Mais son existence n'aide pas seulement ses allocataires. D'un point de vue froidement économique, si la société s'occupe d'un enfant, l'éduque, etc., et la personne finit dans la misère absolue, incapable de participer à l'économie, voire morte, c'est une perte incalculable pour le groupe tout entier. On ne devrait pas considérer le RSA comme une aide, mais comme un investissement que la société fait dans ses citoyens qui bénéficie à tout le monde, mais bref. Le nombre de foyers allocataires du RMI puis du RSA a augmenté assez logiquement avec la croissance du chômage de masse, passant par exemple entre 2008 et 2015 d'1,3 million à 2 millions. Mais les gens décident volontairement de se mettre au RSA car ils veulent pas travailler. On a donc eu presque un doublement de la paresse dans le pays ici, on ne sait pas trop pourquoi. Pas de rapport avec une crise économique ou des propriétaires d'entreprises qui délocalisent, non. On a donc environ 2 millions de foyers qui touchent le RSA aujourd'hui, ça fait à peu près 4 millions de personnes couvertes dans ces foyers. Le RSA est déjà soumis à beaucoup de conditions. Avoir la nationalité française, avoir 25 ans, faire un suivi Pôle emploi, faire un suivi des organismes de formation, des déclarations trimestrielles de revenus. On peut se demander sérieusement si les gens qui parlent du RSA comme d'un revenu magique qu'on obtient hyper facilement ont déjà essayé de demander quoi que ce soit à la CAF récemment. Pas forcément le truc le plus simple d'obtenir quelque chose d'eux. Selon les stats, entre 34 et 50% des gens qui auraient le droit au RSA ne le demandent même pas. L'État a déjà les moyens de savoir qui a le droit et de le verser automatiquement. C'est juste que l'État choisit de pas le faire, c'est complètement absurde. Rappelons aussi que les allocataires du RSA sont très largement en dessous du seuil de pauvreté, considéré comme le minimum pour à peine vivre dignement dans ce pays. Sans le RSA, des gens seraient dans une galère bien pire, auraient besoin de leur entourage pour le soutien, et s'ils ne l'obtiennent pas, beaucoup de gens mourraient probablement. C'est de ça qu'on parle là, hein. Cette étude a demandé aux personnes au RSA elles-mêmes leurs raisons de non-accès à l'emploi, et les réponses nous éclairent quant aux situations réelles dans lesquelles ces gens sont. La moitié des gens évoquent des raisons de santé physique ou psychologique, notamment des handicaps et invalidités, du découragement ou de la manque de confiance en soi, et un autre tiers évoque des problèmes de garde d'enfants et de transport. Clairement des parasites profiteurs, pas des gens brisés par la vie et par notre société organisée autour des profits de quelques-uns. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que dans les raisons possibles de non-accès à l'emploi, on propose nulle part le manque d'emploi. Alors que c'est quand même le facteur numéro 1. Comme si ça pouvait être que la responsabilité individuelle de ces gens, comme s'il n'y avait aucune cause systémique. Alors c'est quoi les critiques des libéraux sur le fonctionnement du système actuel ? Souvent ils vont dire que le RSA ne permet pas réellement aux gens de retrouver un travail. Mais oui, ils trouvent pas de travail parce qu'il n'y a pas de travail. C'est pas un échec du système RSA ça, c'est un échec de notre économie globale. Vous pourriez conclure logiquement de tout ça qu'il faudrait augmenter le RSA pour que ces gens puissent respirer un peu, se remettre sur pied, retrouver un logement pour ceux qui n'en ont plus, ne plus dépendre du travail gratuit des associations d'aide alimentaire, mais pouvoir reparticiper au circuit économique. Ça créerait de la demande et donc des emplois, aidant à lutter aussi contre la pénurie d'emplois. Ça augmenterait aussi leurs chances d'en trouver un eux-mêmes. Bah oui, statistiquement, on réussit moins bien les entretiens d'embauche quand on s'est fait expulser de son logement. Mais mener une politique cohérente dans l'intérêt des gens, c'est pas trop le truc de la droite. Donc à la place, ils vont supprimer le RSA pour plein de gens en durcissant les conditions d'accès. Que sait-on de cette réforme donc ? Il y aura dans cette réforme l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle. Une activité, c'est vague, c'est un emploi, c'est une formation, dans le public, dans le privé. En mars dernier, Borne nous a donné un peu plus de détails. L'exécutif entend s'inspirer du contrat engagement jeune. Ce nouveau dispositif prévoit un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine, comprenant des immersions en entreprise, des missions d'utilité sociale et des stages.
Ça ressemble quand même à du travail dans le privé, mais on n'a pas vraiment plus de détails pour l'instant. Partons du principe que c'est ça. Ça sera payé par de l'argent public ou par l'employeur privé? Argent public, ça irait quand même un peu loin. Imaginons donc que c'est l'employeur privé qui paye in fine ce RSA au montant actuel. Pour 20 heures de travail, ça reviendrait donc à payer ces travailleurs 7,48 € de l'heure. Rappelons que le SMIC horaire net actuel est de 8,35 € de l'heure et le brut, qui est le vrai salaire total, on rappelle les cotisations c'est du salaire, 11,07 €. Bah oui, a priori au RSA travail forcé, on ne cotisera pas pour ses droits. Quel effet ça va avoir? Eh bien, un employeur qui a par exemple des salariés au SMIC va évidemment les remplacer par des gens au RSA travail forcé, vu qu'ils coûtent moins cher. Et si les hypothèses que j'ai faites pour les calculs ne se vérifient pas et ils ne coûtent pas moins cher, ils ne prendront juste pas les gens au RSA. Donc les 20 heures de travail requis ne pourront pas être faits et les gens perdront leur RSA. Finalement, cette réforme crée juste une nouvelle classe de travailleurs encore plus désespérés qui pourront donc être payés encore moins qu'aujourd'hui. En se faisant remplacer par des RSA travail forcé, les salariés d'avant tomberont dans le chômage, puis sans doute au RSA eux-mêmes. Vraiment un bon système. Vous qui avez un emploi et qui crachez sur les assistés là, ouais je vous vois ouais. Vous avez compris ce que ça veut dire. Quand vous allez négocier avec votre patron, il a maintenant l'option de vous remplacer par quelqu'un au RSA travail forcé. Vous pensez vraiment que c'est dans votre intérêt cette réforme? Après, si les employeurs prennent 2 personnes au RSA travail forcé au lieu d'une à temps plein, ça pourrait faire baisser l'indicateur chômage techniquement, parce qu'on a changé le standard de ce qu'est un emploi. À quantité de travail constant, en précarisant l'emploi, on peut avoir techniquement plus de gens qui font plus que 0 heure dans un emploi, et c'est exactement ce qui a été fait dernièrement pour faire baisser l'indicateur. Si la réforme passait, et elle passera pas, mais si elle passait et baissait le chômage, il faudrait pas tomber dans le piège de penser que c'est une bonne chose. Autre conséquence prévisible de cette réforme au passage, en augmentant la pauvreté et la souffrance des travailleurs privés d'emploi, cette réforme a des grandes chances d'augmenter la criminalité, entraînant encore plus de souffrance et de coûts pour la collectivité, en police, justice, etc. On sait que quand les gens sont désespérés et n'ont pas d'autres moyens, ils ont plus de chances de se tourner vers des activités illégales. Ils vont mettre en place cette réforme dès janvier 2023 dans des territoires expérimentaux. Il va vraiment falloir se mettre en mouvement dans les semaines et mois qui viennent si on veut résister contre ça. Pourquoi cette réforme ne passera pas, vous me demandez? Bah, on va pas laisser faire ça. On va se battre pour nos camarades au RSA dans tout le pays, pour tout le peuple en fait, ce qui ne peut que perdre avec cette réforme. On va dégager ces libéraux et enfin faire une politique au service des gens. François Ruffin, sur le RSA sous condition. Vous critiquez la gauche qui est rentrée dans le piège de Macron, dites-vous. On a sauté dessus directement à pieds joints en disant « oh là là, c'est du travail forcé, c'est l'esclavage, etc. » alors que les Français sont pour le RSA sous condition. Vu la situation, moi je pensais que la gauche allait être unie dans la lutte contre cette réforme. Le problème, c'est qu'on a commencé à avoir des takes un peu bizarres. Macron envisage de mettre le RSA sous condition. C'est comme un piège qu'il nous tend. Nous sautons dedans à pieds joints, protestant contre le servage et sur les réseaux sociaux, l'esclavage. Ce piège va se refermer sur nous, avec les mâchoires d'une opinion qui plébiscite déjà cette mesure. La gauche utilise principalement l'expression « travail forcé » pour qualifier cette réforme. A raison, c'est techniquement ça, on force les gens à travailler sous menace de leur enlever leurs revenus de survie. Selon lui, il faudrait pas critiquer la réforme de cette manière parce que la réforme serait populaire. Si les gens pensent majoritairement que les immigrés leur piquent leur boulot, Ruffin, tu vas arrêter de critiquer cette idée? On abandonne tout combat qui est pas déjà gagné alors. Ruffin a eu plusieurs takes similaires depuis quelques mois. Des réponses qui marchent pas. La réponse d'attaque directe sur le Rassemblement national, ça marche pas parce qu'il y a aujourd'hui une affection pour la figure de Marine Le Pen. Une autre réponse qui marche pas, c'est de dire non, il n'y a pas d'assistés dans ce pays parce que les gens, ils connaissent très bien le fils de la belle-sœur dont ils savent combien ils touchent au RSA et qui se lèvent pas le matin. Attaquer l'extrême droite, ça marche pas, faut arrêter. Dire que les gens qui touchent des aides sont pas des assistés, ça marche pas. Désolé, les gens ne pensent pas que c'est vrai. Est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est grave ce qu'il dit là? L'obscurantisme est l'attitude visant à s'opposer à la diffusion des connaissances, notamment dans les classes populaires. Arrêter de défendre une idée parce que les gens ne pensent pas ça, c'est techniquement de l'obscurantisme, puisqu'on renonce à diffuser la position correcte. Je pense que ce terme est adapté pour qualifier un tas d'attitudes qu'on trouve actuellement à gauche. Je mettrais aussi dans cette catégorie par exemple les gens qui refusent d'expliquer le fonctionnement du vote, ou en viennent carrément à défendre l'abstention. Il faut vraiment se rendre compte que la gauche n'a pas besoin d'autres stratégies que des bons arguments, parce que la gauche a raison sur le fond, contrairement à tous les autres bords politiques. Se censurer sur ses vraies positions, se compromettre par volonté d'être populaire, c'est du défaitisme, et un immense contre son camp de la part de la gauche sur le long terme.
Je pense qu'il y a maintenant un nouveau clivage à gauche entre les obscurantistes et ceux qui veulent élever les consciences, qu'on pourrait appeler les progressistes. Il ne faut surtout pas laisser le courant obscurantiste parler plus fort que tout le monde à gauche sur cette réforme. Il faut des citoyens bien informés et convaincus sur le fond grâce à des bons arguments que cette réforme est contre leurs intérêts. Et ce n'est pas avec des positions comme celle de Ruffin qu'on obtient ça. Non, ce qu'il nous faut vraiment à ce stade, ça serait une grève générale, en fait. Oui, je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais au moins, il y a eu cette première grève le 29 septembre, il y a quelques jours, qui a été somme toute plutôt bien suivie. La vraie bataille commence le 16 octobre, la marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Franchement, venez à la marche. Arrêtez de vous laisser supprimer vos droits un par un comme ça a été fait les 5 dernières années. Si on est assez nombreuses et nombreux, si on est assez fort, puissant et on bloque tout ça, on peut les forcer à retirer ces projets. Entre-temps, rejoignez un syndicat. Oui, je sais que les directions syndicales sont un peu cringe en ce moment. Mais en fait, il faut juste voir les syndicats comme des réseaux de travailleurs avec déjà un certain niveau d'organisation. C'est pas parce que les directions syndicales actuelles ne semblent pas lutter efficacement qu'il ne faut pas utiliser ces réseaux existants pour organiser des grèves et d'autres mouvements. OSEF des directions en fait. Que Martinez le veuille ou non, il y aura des milliers de gens de la CGT le 16 octobre. Je pense que c'est vraiment essentiel que tous les travailleurs rejoignent les syndicats existants et essayent de les rendre plus basés de l'intérieur. Comme d'habitude, c'est plus efficace en participant au système existant, même s'ils sont imparfaits. Je rappelle que la grève est un droit constitutionnel, donc votre employeur ne peut pas être légitime de vous empêcher de faire grève. Vous pouvez le faire. Tous les Jean-Michel anarchistes qui expliquaient que voter c'est cautionner l'ordre bourgeois, qu'il fallait s'organiser en dehors de tout ça, c'est votre moment. Si je vous vois pas maintenant fonder 5 syndicats dans votre entourage, vous êtes cancel. Vous pouvez aussi tenter de lancer des petites conversations entre collègues le midi sur par exemple la baisse de votre salaire réel avec l'inflation. Voilà, en mentionnant la petite marge du 16, ça pourrait en motiver certains et certaines. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à financer mon travail sur Utip et je vous dis à la prochaine.